Bonjour à tous, je vais faire, pour changer un petit peu des mégalithes, j'y reviendrai après, ici une vidéo sur la chambre médiane de la Grande Pyramide, le secret de la chambre médiane. Alors, j'ai mis en titre et en image le secret de la reine, parce qu'on appelle souvent cette chambre, qui est la chambre intermédiaire dans la Grande Pyramide, puisqu'il y en a trois, on l'appelle souvent la chambre de la reine, mais en fait on n'en sait rien s'il y avait une reine dedans. Parce qu'on dit aussi parfois que les pyramides des reines se trouvent à l'extérieur, à côté de la pyramide. Bref, cette chambre médiane, on va l'étudier, et particulièrement sa géométrie, elle est très peu étudiée, souvent on se concentre sur la chambre haute, et la chambre médiane, elle est vraiment intéressante. Alors elle se trouve ici, voyez-vous, se trouve ici, et puis nous avons une chambre souterraine, et une chambre haute, voilà, parfois appelée King Chamber, chambre du roi, mais voilà, ça reste un autre débat. Alors, intéressons-nous à cette chambre. Alors, il y a des plans sympathiques qui ont été réalisés par Gilles Dormion. Donc, en voici une vue comme ça de cette chambre, où on voit que contrairement à la chambre haute, elle a un plafond sous forme de toit, alors que la chambre haute de la pyramide, c'est un plafond plat. Il y a également des niches, donc je ne vais pas en parler tout de suite. Voici maintenant, vue du ciel, à gauche, le profil au sol de la chambre. Alors son plan au sol, c'est 5 mètres 77 8 mm et sa largeur 5 mètres 22 cm 9 mm. Ces cotations sont données par Flinders Petrie. C'est à mon avis les plus précises que l'on puisse trouver. Tout ce qui a été fait, qui est donné ailleurs dans les bouquins, y compris sur le livre de Gilles Dormion, est un peu moins précis. Gilles Dormion a tendance parfois à arrondir les cotations. Et dans plein de bouquins, on arrondit les cotations. Et moi, je préfère travailler avec les données brutes de Flinders Petrie, qui a montré son extrême rigueur à de nombreuses reprises déjà dans ce domaine-là. Le périmètre de cette chambre au sol développe quasiment un nombre entier de mètres. Première curiosité, mais on va y revenir parce que c'est très important. 22 mètres pour le périmètre. La hauteur jusqu'au sommet du toit, 6 mètres 22 et 6 mm. Et la hauteur du mur, 4 mètres 68 et 6 mm. Très souvent, on peut lire que la largeur est de 10 coudées, par rapport à la coudée royale qui est considérée comme mesurant 52,36 cm, que l'on peut déduire du périmètre de la Grande Pyramide, que l'on peut déduire également des dimensions de la chambre haute, comme l'a fait Newton par exemple et John Grimm, bien avant qu'on redécouvre la coudée royale. Donc l'erreur ici de 7 mm, ça reste acceptable. Pour la longueur 11 coudées, l'erreur est de 18 mm, c'est un petit peu plus important. Ça se discute, à voir. On va y revenir. Pour la hauteur, on suppose qu'il y aurait une 9 coudées, c'est ce que propose Gilles Dormion. L'erreur ici est plus grande, on a 26 mm d'erreur. Et pour le sommet du toit, on aurait 12 coudées en théorie avec une erreur de 57 mm, c'est-à-dire presque 6 cm. Ici, ces deux valeurs de hauteur me paraissent trop loin de la réalité pour vraiment être 9 et 12 coudées. Et je vais vous montrer pourquoi, j'ai des arguments pour vous dire que ce n'est probablement pas 9 et 12 coudées. 9 et 12, ça ferait théoriquement un rapport 4 tiers, hein, puisque 12 divisé par 9 égale 4 tiers, si on simplifie la fraction. Et donc, si on fait ce rapport, bon, on aurait 22 mm de trop ici sur la hauteur du mur. Voilà, donc ça c'est pour les éléments, pour vous situer un petit peu les dimensions et les interprétations qu'il y a dessus, et qui à mon avis comportent des erreurs et s'arrêtent bien avant, s'arrêtent trop tôt. Je vous fais remarquer que la hauteur, si je la mesure en toise mégalithique, ça nous fait 3 toises mégalithiques avec une erreur de 5 mm. Donc si je mesure la hauteur de la chambre, ici, en toise mégalithique, c'est plus précis que si je mesure en coudée royale. Et la mesure mégalithique, je l'ai démontré à plusieurs reprises, est connue, employée par les bâtisseurs des grandes pyramides. Il y a 2 vidéos que j'ai fait l'année dernière sur le sujet. Une communication qui est sortie le 14 février 2024, où je montre tout un tas d'éléments sur l'architecture de la pyramide, sur sa position également géodésique. Je vous mettrai ces vidéos dans les liens. Je vous invite à les découvrir, je ne vais pas les redévelopper ici, mais elles démontrent sans l'ombre d'un doute que les bâtisseurs égyptiens
connaissait le garde mégalithique. Et ici, on a, de manière surprenante, un nombre entier de toises mégalithiques pour la hauteur. En tout cas, c'est plus précis que pour les coudées. Le diamètre de la chambre, par contre, présente un rapport de 5 quarts avec la hauteur, avec une erreur de 7 mm. Donc ça, par contre, c'est bien plus intéressant. C'est-à-dire que le diamètre de cette chambre pourrait être une clé pour passer du plan au sol au plan vertical. Ok. Et du coup, puisque là, si là on a 3 toises mégalithiques, ici on a un nombre entier, non pas de toises, mais de coudées de Nippur qui vaut un quart de toise. Enfin, en tout cas, du coup, cette mesure est aussi liée à la toise mégalithique. Alors la précision, elle est importante. Et pourquoi est-ce qu'on peut contester les précisions de quelques centimètres? Parce que il y a des gens qui ont travaillé sur l'Égypte. Il y a Glenn Dash, bien sûr, qui dit que les Égyptiens étaient très précis, mais il n'est pas le seul. Vous avez un architecte et archéologue au CNRS qui, dans un article, a dit, il y a quelques années, notre méthode d'arpentage a une tolérance de 5 mm, ceci pour une construction assez grande de 80 mètres de long sur 40 mètres de large, et qui a plusieurs niveaux et une élévation de près de 18 mètres. L'enquête a montré que tous les espaces et les éléments de contrôle, comme les nombreux et différents types d'axes, ont été réalisés exactement, avec la même tolérance que la nôtre, voire mieux. Cela signifie que les constructeurs de cette période ont travaillé avec une précision absolue, dont nous sommes souvent assez loin dans notre activité de construction traditionnelle moderne. Et ici, Monsieur Zignani parle du temple d'Hathor de Dendera en Égypte. Donc c'est voilà, c'est quelqu'un qui a bossé sur l'architecture de ce monument et qui dit que c'est d'une très grande précision. Ok, il dit que leur marge de tolérance est de 5 mm et que les Égyptiens font aussi bien. Corina Rossi, donc mathématicienne égyptologue, dans ses publications, elle indique que tout au long de l'histoire de l'Égypte, de l'Ancien Empire à la fin de la période tardive, la précision et l'exactitude ont toujours été des caractéristiques importantes des architectes égyptiens antiques. Et c'est pour ça que quand vous voyez des erreurs qui commencent à faire plusieurs centimètres, on peut se poser des questions et se dire que c'est peut-être pas tout à fait découdé et qu'il faudrait essayer de comprendre si ceci n'est pas issu simplement d'un développement géométrique. Et c'est ce qu'on va voir. Donc reprenons notre schéma. Cette fois-ci, on va s'intéresser sur le plan d'élévation. Donc vous avez ici une vue de côté, et puis là j'ai tourné la vue. Voilà, donc là c'est le toit, mais vu de l'autre côté, donc on voit pas que ça fait un triangle forcément. Donc vous avez les cotations qu'on a notées. On va s'intéresser à cette cotation-là. Donc, on l'a vu, 9 coudées royales, en fait, c'est pas tout à fait ça. Ça en fait plutôt 8,95. Du coup, on peut s'interroger. C'est peut-être pas la coudée royale ici sur cette valeur-là. Mais regardons maintenant le rapport qu'il y a entre cette valeur-là et celle-ci. On s'aperçoit que le rapport entre ces deux mesures, c'est un rapport qui vaut racine de 5 sur racine de 2. L'erreur serait de l'ordre de 3 mm. Donc ça, c'est assez intéressant. Parce que c'est un nombre irrationnel qui est très employé dans les constructions géométriques, et notamment celle du nombre d'or. On va y revenir. Ensuite, Petri fait remarquer une chose tout à fait curieuse. C'est que, ici, ces murs-là sont bien verticales. Tous les deux verticaux, pardon. Et il y a bien un angle à 90 degrés des deux côtés. Mais par contre, ces deux murs-là, eux, quand on tourne notre chambre, eh bien, ils sont inclinés avec un angle identique des deux côtés de 14 minutes d'arc, ce qui fait ça, une erreur de 23 centièmes. Et du coup, au sol, on a 5,77 m et 8 mm. Et puis, au plafond, enfin au niveau en haut du mur, on n'a plus que 5,72 m. Ça fait un décalage de plus de 5 cm. La valeur moyenne, ici, elle est donnée ici. Et quand vous avez ici des angles droits parfaits, et que là, c'est pas le cas, il y a peut-être une raison. Eh bien, en voici une. Si vous faites le rapport entre cette hauteur ici, déduite de la coudée royale, et de la racine, qui a un rapport, en fait, de racine de 5 divisé par racine par 2, hein, si vous faites le rapport entre ces deux mesures, là, ici, vous obtenez exactement un autre rapport de racine carrée fondamentale qui est racine de 3 sur racine de 2.
Et là, c'est vraiment exact. C'est-à-dire que si je pars de la coudée royale égyptienne, que voici, 52,36, hein, ici on a les 7 mm d'erreur, je divise ça par racine de 5 sur 2, j'obtiens la hauteur théorique du mur, à 3 mm d'erreur. Et ensuite, si je prends cette hauteur théorique du mur et que je la multiplie par racine de 3 sur racine de 2, j'obtiens exactement la largeur en haut du mur, la longueur en haut du mur. Je pense pas que ce soit une coïncidence, parce que ces deux systèmes-là, racine de 5 sur 2 et racine de 3 sur racine de 2, sont fondamentales dans la géométrie et en Égypte, et je vais vous donner des exemples pour ça. Alors pourquoi racine de 3 sur racine de 2, etc. Dans la dernière vidéo que j'ai faite sur le plateau de Gizeh et l'astronomie, où je parle notamment des découvertes de Melissa Campbell, je fais un petit passage où j'explique en quoi ce fameux rapport racine de 3 sur racine de 2, il est capital. Alors, déjà, le plateau de Gizeh. Les trois pyramides sont encadrées dans un rectangle de proportion racine de 3 sur racine de 2. C'est la première chose. Ça, c'est quand même pas banal. Ok. Ensuite, la pyramide rhomboïdale, dont la pente change. John Legon, un physicien qui a fait quelques publications en égyptologie, signale que le rapport entre les deux niveaux de la pyramide rhomboïdale est aussi racine de 2 sur racine de 3. Ça semble être vraiment une constante, l'usage de ce système-là. Je rappelle qu'en géométrie, le rapport racine de 3 sur racine de 2 est le rapport entre la diagonale de la face du cube et la diagonale du cube. Aussi. Je vais montrer aussi une chose curieuse, c'est que l'emplacement de la grande pyramide par rapport au cercle polaire et à l'équateur entretiennent aussi un rapport racine de 3 sur racine de 2. C'est assez étonnant. Alors ça, c'est une vidéo Google Earth que j'ai qui permet de le voir et de le montrer. Donc je l'ai montré dans la précédente vidéo que j'ai fait justement pour parler des recherches de Melissa Campbell. Et donc dans cette vidéo, en fait, je montre les distances, parce que c'est assez étonnant. Et je rappelle au passage que la position du cercle polaire, contrairement à celle de l'équateur, elle n'est pas fixe, elle varie en fonction du cycle de Milankovitch, qui est un cycle qui détermine l'inclinaison de la Terre, entre 22,5 et 24 degrés, et ça varie sur 41 000 ans. Et en ce moment, à l'heure actuelle, on est à peu près au milieu du cycle, enfin même quasiment au milieu à la perfection. Et du coup, actuellement, le cercle polaire se trouve sur la position médiane du cycle de Milankovitch. Donc ça suppose que les Égyptiens ont disposé la Grande Pyramide en ayant connaissance de ce cycle astronomique. J'en suis convaincu. Ok. Donc voilà, c'est les distances que vous voyez. Et en fait, quand vous avez les distances qui s'affichent, vous pouvez prendre votre calculette et voir qu'on a quasiment racine de 3 sur racine de 2 avec une grande précision. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de cette petite vidéo. Voilà, les distances, les voici. Et quand on les... ça donne quasiment le fameux rapport racine de 3, racine de 2. Pourquoi ensuite le rapport racine de 5 sur 2? Bah, tout simplement parce que racine de 5, c'est ce qui sert à construire le nombre d'or. En effet, quand vous avez un double carré, par exemple, que vous tracez sa diagonale, vous rabattez la diagonale comme ceci, eh bien, vous tracez un triangle, un rectangle que voici, qui lui est ce qu'on appelle un rectangle d'or de proportion 1 sur le grand côté, ici, et 1,618 sur ce côté-là. Et en fait, pour que le nombre d'or, on utilise racine de 5 sur 2. Ok, racine de 5 sur 2 plus 1 demi égale le nombre d'or. Et ici, j'ai mis 1 plus racine de 5 sur 2 égale le nombre d'or. C'est la même chose. Donc c'est pour ça que ces deux rapports qu'on a là dans la chambre haute de la reine, racine de 2 sur racine de 3 et racine de 5 sur 2, eh ben, c'est pas banal du tout. Et à mon avis, ça explique beaucoup mieux les dimensions de cette chambre que l'hypothèse d'avoir que des coudées entières. On n'a peut-être pas que des coudées entières, on a peut-être au point de départ des coudées entières, et ensuite, on a un système qu'on déploie avec des nombres irrationnels, issus d'un système géométrique. Et du coup, ça tombe presque des coudées entières, mais pas tout à fait. Ça permet de comprendre la construction géométrique de la chambre.
Bien, revenons à notre chambre, parce qu'elle est vraiment passionnante, cette chambre. Donc la chambre de la reine, ou la chambre médiane, comme vous voulez. Si on admet ces dimensions de 10 coudées par 11 coudées, ce qui est assez recevable, puisque on a des erreurs qui sont pas trop élevées ici, bon, ça peut s'envisager. Mais si c'est 10 et 11 coudées, et la coudée royale à 52,36, qu'on déduit sur le périmètre de la grande pyramide, sur la chambre haute, etc. Dans ce cas-là, le périmètre théorique, c'est 10 plus 11 fois 2, 42 coudées. Mais en mètres, ça fait 22 mètres. Voilà, 3 fois rien, quoi. Et si on prend les dimensions réelles données par Petri, ça fait 22,01 mètres. Bref, le périmètre de cette chambre mesure un nombre entier de mètres. Et ça, c'est important. Parce que du coup, le rapport qu'on a entre le grand côté de cette chambre, ici, là, 11, et le demi-périmètre, c'est-à-dire 10 plus 11, donc 21, le rapport 11-21 est exactement le même que nous avons entre le mètre et la coudée royale. Le rapport 11-21 nous donne le rapport qu'il y a entre un mètre et une coudée royale. Alors ici, ça a l'air moyennement précis, on a une précision qui est raisonnable. L'erreur peut venir du fait que la coudée royale étant issue du nombre pi et du mètre, puisque une coudée en fait vaut 1/6 de pi en mètre. Mais ça, c'est si on prend le pi pair parfait, quoi. 314, 159, 2 et ainsi de suite. Ça, si je divise par 6, j'obtiens 52,36. Mais en Égypte, on utilise parfois plusieurs systèmes pour approcher pi, et notamment la fraction 22 par 7. Ce que soutient notamment David Lightbody, Cooper également, Flinders Petrie, Edwards, Teofilo Banga, plein d'égyptologues, Miroslav Werner également, plein d'égyptologues qui ne mangent pas que du papyrus, mais qui s'intéressent au papyrus et à l'architecture. Et donc cette fraction 22 par 7, que vous avez là, eh ben, elle est tout à fait plausible ici. Parce que 22 par 7, en fait, ça me donne une approximation de pi. Si je divise 22 par 7 par 6, ça fait 0,5238. Or, 11 sur 21, ça fait exactement 0,5238. Ça veut dire que la coudée royale déduite de la fraction 22 par 7 vaut 52,38. Et c'est la coudée, ici, intéressante, parce que le périmètre de la chambre vaut 22 mètres. Si je mets un cercle qui vaut le même périmètre, ce cercle vaut 22 mètres, et le diamètre vaut 7 mètres. Ça indique, à mon avis, sans l'ombre d'un doute, qu'on a utilisé le mètre et la fraction 22 par 7 dans cette chambre-là. Et c'est extrêmement important, parce que dans la chambre haute, pour rappel, souvent, c'est connu maintenant, le périmètre de cette chambre mesure 31,416 mètres, ce qui vaut exactement 10 fois pi en mètres. Et il y a des gens qui disent ouais, mais c'est un coup de peau, c'est pas possible. Puis d'abord commencer dans les autres chambres, c'est pas pareil, on trouve pas le pi. Ben si, dans la chambre de la reine, on retrouve le nombre pi, mais cette fois-ci, on l'utilise autrement avec la fraction 22 par 7 en mètres. Ce fait majeur conforte ce que je viens de montrer dans la seconde chambre médiane. Ok ? Je reviens maintenant à la chambre médiane, parce que j'ai pas terminé. La diagonale de la chambre, si on prend la mesure moyenne donnée par Petri, la moyenne, puisque le mur est incliné, c'est 7,77 m, voilà, avec une donnée de Petri. Or ça vaut quasiment 70 sur 9. Voilà, c'est la fraction 70 sur 9 en mètres, pour la diagonale de la chambre. Pour rappel, le cercle bleu ici, c'est le périmètre de la chambre. Si je fais un cercle qui a le même périmètre, son diamètre est de 7 mètres. Ensuite, le diamètre du cercle rouge, c'est la diagonale de la chambre. 7,77 m. Le rapport entre 7 et 7,77, c'est un rapport 9,10. Un rapport en nombre entier. Du coup, le périmètre rouge vaut, avec la fraction 22 par 7 fois 70 sur 9, 22,4444444, 220 sur 9 mètres. Ça, c'est, je pense, le système de pensée des anciens qui manipulent des fractions
complète avec des nombres entiers. Et ici, en l'occurrence, ces fractions sont utilisées avec des nombres en mètres. Ce qui indique clairement qu'on a utilisé le mètre aussi dans la chambre de la reine. Mais j'ai pas terminé pour vous le démontrer. Ok, j'ai pas terminé. Ce diamètre de 7 mètres là, qui correspond au cercle de même circonférence que la chambre, 7 mètres, si je le convertis en coudées, ça donne 13,369 coudées. Et alors, ça, tous les astronomes savent ce que c'est. Parce que, alors, je vous montre effectivement, 7 divisé par la coudée royale, 13,369. Mais il s'agit du rapport qu'il y a entre la période de révolution de la Terre autour du Soleil et la période de révolution de la Lune autour de la Terre. Autrement dit, chaque année, la Lune fait 13,369 fois le tour de la Terre. Ok? Alors ça c'est fou parce que 7 mètres divisé par la coudée royale donne ce nombre-là. Mais alors attention, c'est que c'est une précision diabolique. Hein. Une précision diabolique. Et je peux inverser la fraction. Si je fais maintenant la période de révolution de la Lune divisée par la période de révolution de la Terre, 365 jours et des poussières, j'obtiens une valeur qui est ici l'inverse de ça, là, 0,0748. Et ça c'est quoi? C'est la valeur en mètres de la palme de la coudée royale. Une coudée royale, en fait, c'est divisé en 7, et une palme, qui vaut 4 doigts, ça vaut 7,48 cm. Ça, c'est exact. C'est un calcul exact d'une précision diabolique, et qui est absolument époustouflant parce que, en fait, ça montre tout simplement qu'il y a une relation entre la période de révolution de la Terre autour du Soleil, la période de révolution de la Lune autour de la Terre, et le nombre pi. Puisque si vous divisez le nombre pi par 42, vous obtenez le rapport entre ces deux périodes de révolution. Ok? Je divise le nombre pi par 42, j'obtiens le rapport entre ces deux périodes de révolution majeures qui nous concernent au quotidien. Et 42 en Égypte, c'est un nombre majeur. Les Égyptiens divisaient leur territoire en 42 régions, 22 pour le sud de mémoire, ou le nord, je ne sais plus, et 20 pour l'autre partie. Donc 22 déjà, c'est... Ouais, on pense à la fraction 22 par 7. Mais du coup, on avait 42 noms en Égypte. Ils appelaient ça les noms. Donc en Égypte, le nombre 42, c'est un nombre majeur. Et ça, il y a plein d'égyptologues qui le précisent, que les Égyptiens, quelque part, font une forme de numérologie, attachent de l'importance au nombre et découpent leurs régions de manière symbolique. Il y a même l'égyptologue Guya Priskin qui a fait un article sur le découpage symbolique des surfaces de l'Égypte. Il parle des surfaces qui intègrent le nombre d'or. Je vous invite à aller lire cet article de Guya Priskin qui se trouve, je crois, en accès libre sur academia.edu. C'est un égyptologue allemand. Donc, les Égyptiens font de tout leur territoire un temple à l'image de la terre et du ciel, quoi. Ok, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Là, ce que je vous livre, c'est vraiment une grosse pépite, en fait, parce que c'est quelque chose que j'ai découvert il y a déjà quelques années. C'est la relation qu'il y a, en fait, entre la coudée royale et les paramètres astronomiques de la Terre. Ça, c'est une des découvertes les plus sympas que j'ai pu faire ces dernières années, que j'ai pas beaucoup partagé. Aujourd'hui, je vous la partage. Mais j'en ai pas terminé. Parce que il faut, je pense, je le dis de plus en plus, hein, la métrologie ancienne est liée à l'astronomie. Et les anciens construisent en utilisant des nombres, en utilisant de la géométrie, une métrologie particulière, et ils ont relié tout ça à l'astronomie. Ça a donné plus tard le quadrivium, qui était connu, dont on a quelques documents qui en parlent à l'époque des Romains, puis ça a disparu, enfin à l'époque des Grecs, à l'époque des Romains, ça a disparu au Moyen-Âge. Et le quadrivium, c'était une science globale visant à expliquer le monde à partir des nombres, la géométrie, l'astronomie et la musique. La musique, quelque part, c'est une forme d'harmonie, quoi, qui est recherchée pour expliquer le monde.
Mais donc j'ai pas terminé, parce que qui dit astronomie de la Lune, ici on va regarder un point clé. La distance entre la Terre et la Lune, elle varie. Elle a un apogée, elle a une périgée, et cette variation en plus elle est cyclique, c'est-à-dire que les distances minimum de la Lune et les distances maximales de la Terre à la Lune varient. Ici vous avez un graphique qui le représente. Ainsi la distance du périgée, qui est la distance la plus courte, elle varie entre 356 400 et 370 400. La distance de l'apogée varie entre 405 400 et 406 700. Pardon, 404 000 et 406 700. Les moyennes sont ici. Et il y a un truc absolument dingue que j'avais pas vu et qui encore est assez extraordinaire, c'est que le rapport entre l'apogée moyenne et la périgée moyenne, c'est exactement racine de 5 sur 2. Je vous invite à faire le calcul. C'est d'une précision assez diabolique. Or, on l'a vu tout à l'heure, le rapport racine de 5 sur 2 se trouve dans le plan d'élévation de cette chambre haute. Puisque ce cercle que je trace ici correspond à pour diamètre la hauteur du mur, 4,68 m, et le cercle que je trace ici en rouge a pour diamètre la largeur de la chambre. Eh bien, ces deux cercles-là sont aux proportions exactes de l'apogée et la périgée des distances de la Terre à la Lune. Ok? Ça, c'est quand même incroyable, ce truc-là. Ok? C'est vraiment incroyable. Je pense que dans cette chambre, on y a codé des paramètres lunaires, qu'on y a codé le nombre pi, qu'on a associé à ça le nombre pi, et qu'on a également intégré le mètre, évidemment. Et on a compris que ce qui relie nos paramètres astronomiques, Terre-Lune, Terre-Soleil, hein, on a compris que ce qui les relie, ce sont des nombres irrationnels et le nombre pi. Et ça, c'est toute la science des Égyptiens qui avaient compris cela et qui ont utilisé ces nombres irrationnels dans l'architecture pour reproduire, à mon sens, ce qui est équivalent à l'univers. Les temples sont pour eux des représentations divines de l'univers. Et il faut une lecture assez fine pour le comprendre, comme ce qu'on vient de faire là. Voilà, je crois que j'ai à peu près terminé. Je ferai prochainement une vidéo sur la chambre de Képhren, parce qu'il y a des choses à dire aussi, mais c'est pas l'objet pour tout de suite. Je vous remercie de votre attention et je vous donne un rendez-vous dans pas longtemps. J'ai plein de trucs à faire, plein de trucs à dire. J'ai pas le temps de tout faire, ni le temps de tout dire. J'ai pas mal de choses voilà, publiées et ça me prend un temps infini et j'avance à petits pas. Merci pour votre attention et à bientôt.